Les plaies d'Akshi. Le Grand Aride a toujours été un lieu explosif, avec ses rivières de lave, ses déserts grondants et ses esprits du feu vagabond. Depuis l'âge du chaos, il accueille également des centaines de tribus du chaos disparates et des forteresses ensanglantées de cornes. Désormais, cette énergie atteint son pinacle, et les désastres n'en finissent plus. Tout commença par un simple grotte fouineur et imbu de sa personne. Encouragé par des divagations de chaman Louf, Bragit, la grande gueule, décida de chercher un antique Trogoth, plus gros que tous les autres. Contre toute attente, il réussit à trouver et à réveiller Trug, le roi des Trogoths, déchaînant ainsi une inexorable vague de dévastation. Les loges de pyrotueurs furent écrasées, tout comme les montagnes de la chaîne adamantine, surprises par des Trogpo et leur nouveau chef. La branche d'Akshi de la croisade de la comète n'aurait pas pu être lancée à un plus mauvais moment. Si elle avait rempli la mission attribuée par le Grand Conclave, à savoir redonner le moral au peuple et contrer le malaise surnaturel causé par la tremblose, les forces de la Pontifex Zenestra ont payé très cher leur départ au milieu de cette suite de désastres. La chute de Briftrève avait saigné les soldats blancs et accablé les survivants, qui étaient en outre poursuivis par des hordes de Trogos. Et les Éophores sont loin d'en avoir fini avec la chaleur étouffante d'Akshi, car les ennemis sont partout. Au nord, les portes du dessous laissent filtrer la magie de la mort, tandis que la mer du sang cardiaque grouille de guerriers du raz de sang. Les plaies d'Akshi, comme les habitants de Hammerhal les appellent, pourraient n'en être qu'à leur début. Les champions de Khorne assaillent les remparts de Hammerhal Aksha tandis que les citoyens disparaissent à l'intérieur de la ville. Des témoignages d'étranges empoisonnements ont été portés à la connaissance du Grand Conclave. Mais même les enquêtes de la main cachée n'ont pas porté leurs fruits. Des cas inexpliqués de cannibalisme ont été étouffés par les agents d'Azir pour éviter toute panique. Pire encore, Gorgo School aurait été aperçu près de la chaîne adamantine. La seule rumeur de sa présence a plongé son vieil ennemi Vandus Hammerhand dans une frénésie obsessionnelle. Si l'un des plus légendaires seigneurs de Khorne est vraiment de retour, l'avenir ne promet peut-être que guerre, dévastation et océan de sang. La véritable mesure des dangers qui guettent Hammerhal Aksha a été dissimulée à la croisade, car si les soldats savaient, leur morale pourrait ne pas y résister. Ou pire, nombre d'entre eux pourraient déserter pour retourner auprès des leurs. Toutes les lettres reçues ou envoyées sont lues par les agents preste-lames et remaniées, voire détruites dans certains cas. La Pontifex Zenestra a placé ses zélotes à tous les échelons de l'armée pour qu'ils signalent toute spéculation concernant les événements survenant dans la cité. Des sermons quotidiens sont prononcés pour rassurer les soldats, et des sanctions sont infligées à ceux qui répandent de dangereuses rumeurs. Mais avec l'influence de Khorne qui s'étend et la menace de Trug qui pèse encore, un nombre inquiétant de soldats a été exécuté pour désertion, ou des faits de corruption plus sombres encore. Chaleur du sang cardiaque. Poursuivis par des Trogpo et attendus par des maraudeurs de Khorne, les Éophores étaient déjà à la proie du désespoir. La proximité de la mer de sang cardiaque, en ébullition, présentait ses propres dangers. De nombreux soldats virent leurs chaussures fondre sur leurs pieds. Même le cuir ignifugé de Hammerhand ne les protégeait pas. La plupart serraient les dents
et supportaient cela, car il vaut mieux des chaussures qui collent à la plante que pas de chaussures du tout. Les légendes de Kul. Depuis la guerre des portes, Korgos Kul est devenu un mythe. Son nom devint une malédiction pour les habitants de Amerol-Aksha, et il devint une figure controversée pour les forces du chaos. Beaucoup pensaient qu'il avait perdu la faveur de Khorne. Mais ces calomnies se font de plus en plus rares depuis que s'empilent les cadavres de ses détracteurs. Jour et nuit, il pleut du sang depuis l'orbe Infernia, la nuit chaotique d'Akshi. Mais nul ne sait où est Kul. Infortuné déserteur. Pris dans une situation inextricable, de nombreux soldats pensèrent que la fuite était possible. Les déserteurs qui partaient seuls étaient plus nombreux que jamais. Ceux que les Troggoth ne massacraient pas et qui finissaient par être repris étaient punis d'une façon bien singulière. Ils devenaient les porteurs de palanquins de Zenestra. Mais cette clémence n'en était pas vraiment une, car cette tâche les tuait en quelques jours. Traverser les terres. Incapable de sauver Fort Gardus, l'expédition de Giran avait néanmoins libéré une partie de la population de la menace du roi Brod avec l'aide des chevaliers sanctifiés. À présent, les croisés traversaient les forêts en direction du nord avec leur guide Sylvanès. Mais nul n'arrivait à oublier la perfidie d'Affrebois. Dans l'ombre de la canopée des bois sauvages, les braves soldats de la croisade restaient silencieux. Des colons de Giran rescapés, des décombres du fort et une poignée de chevaliers sanctifiés les accompagnaient. La mine assombrie par la perte du héros Gardus âme d'acier. L'hommage vespéral quotidien qu'on lui rendait devint une tradition, et les récits des derniers instants d'abnégation de l'Éternel de l'Orage en armure argentée se muèrent en sermons qui allaient perdurer pendant des années. Si les fidèles prêchaient qu'il serait reforgé, son sacrifice pendant le siège de Fort Gardus avait néanmoins permis à une partie de la population de s'échapper. À présent, les plus vaillants se mettaient en file devant Issilla Torian, maréchal des Éophores, qui distribuait à chacun une unique pièce encore tiède du cadavre de son porteur précédent. Le dernier Maléus, était pour certains un soulagement, une raison d'espérer. Mais pour la plupart, ceux qui avaient perdu leur foyer, leur mode de vie, il ne restait que l'enrôlement. Ces survivants, à la mine grise, remplaçaient une partie des victimes du siège. Et c'est mus par une amertume vengeresse qu'ils empoignaient à présent leur épée. Nombre de vétérans maugréaient au sujet de ces nouveaux venus qui insistaient pour emporter un reliquaire de leur foyer disparu. Mais la compassion de Gardus marquait encore les esprits et nul n'osait se plaindre ouvertement. Ceux qui étaient incapables de combattre furent escortés par les derniers chevaliers sanctifiés jusqu'à Amerol-Gira. Issilla tenta bien de convaincre les éternels de l'orage de rester avec la croisade, mais les guerriers argentés se montrèrent intraitables. Ils étaient certes exténués, mais ils étaient avant tout motivés par l'extermination, par la détermination d'éviter d'autres morts inutiles en abandonnant les infirmes à leur sort. Aux côtés de ses alliés sylvanettes, la croisade se dirigea vers l'encolure, mais elle ne devait pour se faire franchir les terres scabreuses. Nombre de soldats de Giran étaient nerveux à l'idée de traverser ces bois plongés dans la brume, car les légendes racontaient qu'il s'agissait de lieux de l'ultime repos du Titan-monde, et malheur à ceux qui oseraient le troubler. Entre ces mythes,
La friction entre les vétérans et les nouvelles recrues et la présence des Sylvanettes. L'avant-garde de la croisade était traversée par des tensions. Quand les mortels avaient quitté Fort Gardus, Drika Amadreth, la reine des parias qui méprisait quiconque en dehors de son propre peuple, avait insisté auprès de Tétamir du Baliveau Blanc pour les massacrer au même titre que les Gargants. Cependant, Tétamir était conscient de l'importance de l'alliance entre la Reine éternelle et le peuple de Sigmar, et un décret d'Alariel en personne lui ordonnait de la préserver. Il promit d'accompagner les croisés dans les terres scabreuses pour s'assurer que la forêt les laisse en paix. Drika et ses fidèles revenants s'étaient retirés de mauvaise grâce, mais beaucoup d'Éophores craignaient désormais que les Sylvanettes se retournent contre eux, et le malaise s'enracina de plus en plus profondément à mesure qu'ils s'enfonçaient dans les bois. Cela tenait à peu de choses, que des éclaireurs se perdent dans la forêt ou que des traînards soient victimes de l'environnement, et des hommes de fer sur les nerfs s'empressaient de blâmer les Sylvanettes. De surcroît, le fait que les enfants d'Alariel ne fassent qu'éluder les investigations ou répondre aux questions par des énigmes les rendait de moins en moins sympathiques aux yeux des croisés. Issilla Torian n'aurait pu imaginer que le prochain défi de la croisade de la comète devrait relever que la croisade de la comète devrait relever vint de l'intérieur. Mais elle n'allait pas rester les bras croisés en attendant que les soldats se convainquent de déclarer la guerre aux Sylvanettes. La maréchale était le fruit de l'union entre un citadin azyrite et une druidesse, et était de fait une Jade de sang. Ayant grandi dans les taudis de Amerolgira, elle avait pris soin des mêmes mortels durs à la peine que ceux qui prenaient désormais le dernier Maelus. Mais elle tenait aussi les Sylvanettes en haute estime. À la première halte de l'expédition, elle conclut un marché avec Tétamir. L'artillerie sous ses ordres respecterait la sainteté de la forêt et s'efforcerait d'épargner les dégâts inutiles si elle venait à tirer. Et en retour, les Sylvanettes l'aideraient à soigner les blessés. Tandis que la maréchale Torian menait une équipe de soigneurs humains, les Sylvanettes, pour soulager les plaies des Éophores et distribuer l'agua Gyranis avec un peu plus de générosité. La tension commença à se relâcher. Tétamir se découvrit un plus grand respect pour les mortels et remercia la maréchale pour chacune des prières qu'elle dressait à Alariel en même temps qu'au dieu roi. Ce fut dans cet état de paix fragile que la croisade atteignit les terres scabreuses. C'était un lieu plusieurs fois maudit, grêlé de lésions de Nurgle et de chancres de Malpierre. Mais suite au rituel de la vie d'Alariel, les terres s'étaient à nouveau éveillées. Leurs forêts avaient repoussé sur leur peau balafrée, brisant parfois d'immenses structures d'os blanchis qu'on prétendait être des vestiges du dieu animal Behemat. Loin au-dessus, luisait le grand orque vert, un métallite sacré qui brillait de l'éclat des 12 saisons majeures de Ghiran. Sans même avoir d'ennemis aux trousses, les soldats éprouvèrent bientôt un malaise, en traversant la forêt embrumée, tandis que l'île toroïdale était un halo vert et perturbant. Les pistes boueuses avaient beau être marquées de traces profondes, les membres du corps des éclaireurs n'avaient aperçu aucun animal sauvage dans la zone. Dans un silence presque total, les croisés descendirent le long d'une clavicule antédiluvienne, un os plus large que le torse des plus gros gargants jamais vus, jusqu'à une dizaine d'arches pâles laissées là par une cage thoracique aussi ancienne que l'âge des mythes.
Quiconque s'était moqué de la légende du Célestin Primus abattant le Titan Monde fut frappé par la révélation. Et les nouveaux croyants passaient désormais leur temps à surveiller leurs arrières en quête d'ennemis qui n'existaient naguère que dans les contes et chansons. Ce fut là que les traces se firent plus fraîches et plus violentes. En premier lieu, d'énormes griffures et morsures laissées sur les souches d'arbres abattus firent bouillir de colère Tétamir et les siens. Puis on découvrit des anneaux de débris en lisière des marais suintants, où l'on avait disposé en cercle d'offrandes des pierres grossièrement taillées en forme de crocs. Plus ils avançaient vers le cœur des terres scabreuses, plus les signes étaient troublants. Les arbres se cannibalisaient au lieu de pousser en harmonie. Les étangs ondoyaient et aspiraient l'eau dans leurs bouches asséchées avant de la régurgiter. Des montagnes d'os rongés s'accumulaient en étranges totems. Les Sylvanettes, furieux à la vue de cette profanation, fouillèrent la zone avec les soldats mortels et des prêtres sigmarites afin de trouver une piste quelconque. Ils n'eurent pas à chercher longtemps. Alors que les plaintes rauques résonnaient, des collines commencèrent à s'affaisser dans des glissements de terrain, et la croisade se rendit compte que l'ennemi était déjà là.